Salut, donc c'est Sébastien depuis Montréal et aujourd'hui je discute avec un autre Montréalais qui se trouve actuellement en France et qui m'a fait l'honneur d'accepter de discuter avec moi pendant presque une heure et demie, vous allez voir. Donc il s'agit ni plus ni moins que du docteur David O'Hare qui est dans le monde francophone spécialiste de la cohérence cardiaque et notamment auteur du protocole respiratoire 365, dont il va nous expliquer les détails pendant cette entrevue. Et donc, il va notamment nous expliquer comment, grâce à un protocole respiratoire très simple, on peut améliorer, voire optimiser sa variabilité cardiaque et comment, en améliorant justement sa variabilité cardiaque, on peut obtenir de nombreux bénéfices pour le bien-être au quotidien. Donc, sans plus attendre, docteur David O'Hare, euh, j'espère que ça vous plaira autant que ce que j'ai eu à l'écouter. Vous allez voir, c'est quelqu'un de très enthousiaste et très clair dans ses propos. Donc, à plus tard. Ok. Eh ben bonjour David. Merci de te plier à l'exercice, ou plutôt merci d'avoir accepté mon invitation de venir discuter avec moi. Oui, je préfère accepter l'invitation que me plier parce que c'est un plaisir pour moi. Ouais, non mais oui, Merci pour l'invitation. non oui, et puis en général, je suis pas méchant avec les invités, hein, c'est pas mon but quoi. Non mais voilà, donc ce matin, alors voilà, on est là pour discuter de ta spécialité, à savoir la cohérence cardiaque. Euh, et donc bah voilà, on va peut-être essayer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, essayer si tu pouvais nous parler un peu de ton parcours, parce que j'ai cru comprendre que tu avais quand même un parcours assez riche. Tu as fait pas mal de choses dans ta carrière, Tout et à comment fait. t'en es arrivé à la respiration et en particulier à la cohérence cardiaque. Parfait. Mhm. Euh, Tout d'abord, même si mon accent n'est pas ni québécois ni canadien, je suis canadien de naissance, Oui, c'est vrai. d'Ontario, donc je suis anglophone, et j'ai passé toute ma vie en France, c'est pour ça, dans le sud de la France, c'est pour ça que vous entendrez probablement des relents d'accent de la région de Marseille où j'ai vécu et exercé. Mhm. Euh, Je suis médecin, doctorat d'État français. J'ai étudié à Marseille. J'ai vécu à Marseille toute mon enfance, adolescence et la faculté. J'ai terminé en 1976 en tant que médecin généraliste. Et je me suis installé en 77, le 1er janvier 77, à Marseille. Et puis, quelques années plus tard, à Nîmes. Et j'ai exercé en tant que médecin de famille pendant 30 ans, Mhm. jusqu'en 2006. Mais je me suis intéressé à beaucoup d'autres choses dans le domaine de la médecine et pratiquement chaque année, j'adore étudier. Et j'ai étudié la nutrition. J'ai fait le cursus de 3 années de nutrition, donc je suis nutritionniste. Enfin, j'ai été nutritionniste, puisqu'en France, un nutritionniste est d'abord médecin. Et puis ces 3 années d'études, c'est une spécialité, en plus du doctorat de médecine générale. Mais la nutrition m'a assez vite déçu dans le fait que la nutrition ne répond pas à toutes les attentes du médecin nutritionniste et de ses patients et de ses patientes. La profession de nutritionniste, je dis souvent, est peut-être la profession qui a le plus d'échecs au monde. Et, D'accord. et ça, c'est quelque chose qui me frustrait. Parce que je disais, c'est à moyen terme, moyen long terme, c'est 80% d'échecs si euh, si la seule mesure qu'on veut faire, c'est le poids. Eh bien, je dis souvent que vous ne prendriez pas une compagnie aérienne dont 8 avions sur 10 Mhm. s'écrasent, ou ne vous inscrirez pas votre enfant j'allais dire un lycée, mais en secondaire, où 8 sur 10 échouent. Et pourtant, les Mhm. salles d'attente des nutritionnistes sont remplies et pleines. Et c'est vrai, assez vite, j'étais assez frustré de ce manque de résultats si la réponse est purement diététique et nutritionnelle. Mhm. Au-delà de la simple diététique nutrition, il y a la régulation du poids qui n'est pas soumise à la volonté. Le poids est automatique, involontaire.
la régulation du poids dépend, c'est du reptilien, c'est-à-dire c'est même antérieur au cortex, antérieur à la réflexion. Et c'est pour ça que je me suis dit que la simple restriction cognitive, c'est-à-dire la restriction par la volonté, n'était pas suffisante. Et donc, je me suis intéressé à la partie émotionnelle, de la gestion du poids. Et j'ai passé 2 diplômes universitaires, un sur la gestion du poids en général et les troubles du comportement alimentaire et les thérapies cognitives et comportementales. Et là, je me suis senti totalement à l'aise avec les réponses apportées par le comportementalisme et le cognitivisme, c'est-à-dire les pensées liées aux émotions et au comportement. Et là, ça a été une transformation de ma carrière de nutritionniste jusqu'à ne même plus proposer des prises en charge diététiques. C'est pas que je n'y crois pas, c'est qu'il y a autre chose à faire aussi. Ouais. Et pendant ce cursus, je me suis bien sûr intéressé aux émotions. Okay. Et j'ai eu la chance étant donné que je suis anglophone, et ce n'est pas pour rien que je vous l'ai dit en tout début de cette présentation, c'est qu'on m'a demandé de traduire un document qui devait accompagner un logiciel dont je n'avais jamais entendu parler. Là, on est dans les années 2000, hein, donc c'est 20 ans, plus de 20 ans. Et on m'a demandé de traduire un logiciel qui s'avérait, puisque ce logiciel n'existe plus, un logiciel de cohérence cardiaque. D'accord. Et le on en question, c'est David Servan-Schreiber, c'est ça? Alors, c'est passé par David Servan-Schreiber, oui. Donc, c'est le laboratoire, le constructeur qui proposait ce logiciel. Connaissait David Servan-Schreiber, puisqu'il avait fait leur formation. Et il avait présenté à des congrès leurs techniques. D'ailleurs, il a utilisé les techniques dans son livre Guérir de 2003, mais je le connaissais déjà à l'époque. Et on lui a proposé une traduction. Et il n'avait pas le temps de le faire. Il dit, mais je connais un médecin à Nîmes, dans le sud de la France, qui est anglophone, qui pourrait le traduire. Donc voilà comment c'est passé par David Servan-Schreiber, que je connaissais. Et c'était un ami. Il est aujourd'hui décédé, comme vous le savez probablement. Et donc, j'ai eu entre les mains un prototype d'un logiciel qui allait sortir 1 ou 2 ans plus tard, le Freeze Framework, qui n'existe plus. Il a été développé sous d'autres formes depuis. Et ça m'a intéressé, parce que ça m'a intéressé de visualiser sur un écran l'impact d'une émotion, l'impact d'une pensée sur la fréquence cardiaque et donc sur le système qui régule la fréquence cardiaque, qui s'appelle le système nerveux autonome. Et il se trouve que c'est le même système qui régule le poids. Vous voyez le lien. C'est le même système qui s'occupe de toutes les fonctions que l'on appelle végétatives, toutes les fonctions automatiques et involontaires. La fréquence cardiaque, c'est celle que l'on observe et les logiciels, en analysant les variations de la fréquence cardiaque, étudier les variations émotionnelles et les variations de l'activation par les émotions de ce système nerveux autonome. Et donc, j'ai immédiatement compris l'impact qu'on pouvait avoir en utilisant ce matériel en clientèle, en cabinet de nutrition, mais aussi en cabinet de médecine générale, en cabinet de psychothérapie cognitive et comportementale. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je pense avoir été l'un des premiers à intégrer l'utilisation d'un logiciel de biofeedback, puisqu'il s'agit de biofeedback, d'enregistrement de la fréquence cardiaque, à une consultation. Et en 2006, où je me posais déjà des questions après 30 ans d'exercice, de prendre une retraite anticipée, puisqu'à partir de 30 ans, c'était possible, pour pouvoir écrire, pour pouvoir partager, en raison d'une très grande demande, que ce soit en conférence et en formation, et de la part de David Servan-Schreiber, qui crée à ce moment-là un institut de médecine intégrée à Paris. Il m'a demandé de le rejoindre. Donc en 2006, je l'ai rejoint dans le staff, dans l'équipe de formation de ce qui est devenu EMDR France et essentiel aujourd'hui, et qui est l'Institut de médecine intégrée à l'époque. Et c'est l'époque où, étant donné que j'étais à la retraite et je me suis retiré pour écrire et créer du contenu, j'ai déménagé à Montréal. Donc voilà ma liaison avec le Québec, et je vis au Québec depuis 2006, tout en gardant des attaches très fortes, familiales, personnel et maison, là où je suis actuellement en confinement dans le sud de la France, puisque je ne peux pas rentrer au Québec dans les conditions actuelles, et donc voyage a été reporté plusieurs fois. Donc voilà, en gros, et depuis j'ai écrit 7 livres consacrés à la cohérence cardiaque, et je forme des professionnels de la santé
j'ai commencé au Québec en 2007, en présentiel, chez nous, au Carré Saint-Louis à Montréal. Et ensuite, en France, bien sûr, et dans toute l'Europe francophone, en ligne depuis une dizaine d'années, en visioformation depuis un an, en raison des circonstances particulières imposées par le virus. Donc voilà mon parcours brièvement expliqué, en tout cas tout ce qui concerne la cohérence cardiaque. Ouais, non, c'est parce que oui, ce que j'ai cru, voilà, j'avais cru comprendre qu'effectivement, tu avais, donc t'as mentionné la nutrition, mais tu as fait de la médecine aéronautique et spatiale, tu as fait des choses comme ça. Enfin, tu as quand même une vision de la médecine assez holistique, assez générale. Voilà. D'abord, je suis très curieux, puis j'adore étudier. Et c'est vrai qu'on a la chance, en France en tout cas, d'avoir la possibilité de s'inscrire à des DU, des diplômes universitaires. Et je pense que chaque année, j'en avais un ou deux en cours. Et certains sont courts, certains sont longs. Et c'est vrai que je me suis toujours intéressé à l'aviation. Je suis pilote d'avion, pilote breveté d'avion aussi. Et donc j'ai effectivement un diplôme de médecine aéronautique, mais j'ai aussi un diplôme de médecine spatiale, sans jamais avoir eu dans ma salle d'attente un spationaute en combinaison. Donc, j'ai jamais pu l'exercer. Par contre, j'ai assisté à des événements, des lancements de fusées Ariane à Toulouse, de centre de contrôle, des choses extraordinaires. Et c'est vrai que la médecine aéronautique m'intéresse. Et pendant que j'étais en France, je suis médecin expert pour ce qu'on appelle la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile en France, pour la région où je vis, en tant que médecin expert, pour les visites médicales des pilotes et en cas de problème de santé pour les pilotes. Oui, c'est un parmi d'autres, mais je suis aussi homéopathe. Alors, je sais qu'au Québec, c'est assez mal vu. En France, il faut être médecin pour être homéopathe. C'est 3 années d'études, l'homéopathie. Et c'est vrai, ça choque souvent parce qu'il y a une certaine séparation entre la médecine dite traditionnelle, actuelle, je ne veux pas dire traditionnelle, et l'homéopathie. Je me suis intéressé à l'acupuncture, bien sûr. Je me suis intéressé à la méditation, bien sûr, à la pleine conscience, bien sûr. Je dis bien sûr parce que ça fait partie de tout un ensemble d'une recherche d'ouvrir au-delà de la physiologie, ouvrir aussi aux pensées, aux émotions, ouvrir à d'autres choses éventuellement. En tout cas, c'est une très grande curiosité qui m'ont poussé à faire tout cela. Et ça a enrichi ma pratique, enrichi les relations, je veux dire, thérapeutiques avec mes patients. Et donc voilà, puis il y a d'autres petits diplômes aussi. Non, en fait, j'insistais juste un peu sur ton parcours pluriel, parce que le fait qu'avec un tel parcours, en fait, ça semble avoir convergé vers la respiration et la cohérence cardiaque, ça souligne en fait l'aspect fondamental qu'il y a derrière tout ça, en fait. Parce que à t'écouter, j'ai l'impression que en fait, si on imagine par exemple le système nerveux autonome qui serait une sorte de boîte noire, si on l'imagine comme une boîte noire où sont régulées les fonctions d'homéostasie en règle générale, tout à fait. Cette boîte noire a besoin de plusieurs signaux d'entrée et fait des signaux de sortie, dont la température corporelle, les battements cardiaques, des choses comme ça. Et dans un cas, ça peut être le poids corporel, enfin la masse corporelle. Bien sûr. Et en fait, ce que tu avais l'air dans ton parcours, ce que tu as l'air d'avoir conclu, c'est que à un moment donné, les nutritionnistes ont fait l'erreur de penser que la seule entrée importante, c'était l'alimentation, mais il y a aussi une entrée qui est importante, qui est les émotions, avec tout ce que ça implique de régulation hormonale. Et donc, voilà. Alors, tu as parlé d'homéostasie, et l'homéostasie, c'est homéo égal, stasie, état égal. C'est la capacité pour un organisme à maintenir son état intérieur stable face à un environnement instable. L'homéostasie de la température, et à Montréal, nous savons ce que c'est que l'homéostasie de la température. Quelle que soit la température extérieure, nous gardons notre corps à 37 degrés. Et parce qu'il y a l'homéostasie de la température, le système nerveux autonome s'occupe aussi de cette homéostasie-là. Il s'occupe de l'homéostasie du poids. Nous avons un poids et la température fluctue aussi, mais le poids fluctue aussi en fonction de contraintes, en fonction d'environnement, en fonction des émotions et tout ça. Et il y a une homéostasie du poids. Mais il y a un ensemble d'homéostasie de la pression artérielle, du taux de sucre dans le sang, le dérèglement, c'est le diabète. Et la santé, c'est un système homéostatique, je vais dire,
équilibré et résilient, une capacité de revenir à un état de neutralité et d'équilibre. Et c'est ça qui est intéressant. Et tout traitement, quel qu'il soit pharmacologique, qu'il soit avec des plantes, qu'il soit avec des massages, des thérapies manuelles, avec la méditation ou autre, toute pratique de type thérapeutique, médicale ou non médicale, médicamenteuse ou non médicamenteuse, cherche à rétablir un équilibre. Toutes les pathologies s'accompagnent ou sont causées par un déséquilibre de ce système nerveux autonome. Alors, tout système de régulation, quel qu'il soit, a toujours une entrée, une sortie, a toujours deux facteurs. Il y a un facteur, un capteur, mettons la température de cette pièce est régulée par un système, un thermostat, c'est-à-dire l'état stable de la température. Eh bien, il va capter la température. Si elle baisse trop, il va allumer le chauffage. Si elle monte trop, il va éteindre le chauffage. Il y a toujours allumé, éteindre. Ben, nous avons exactement la même chose dans notre système nerveux autonome. Il y a un ensemble de capteurs qui sont les perceptions, les émotions, qui sont un ensemble de capteurs et qui vont chercher à adapter en temps réel tous les équilibres à l'environnement. Et ce système a deux entrées, qui est décrit depuis des millénaires, hein, à un système de fuite. Nous nous adaptons, oui, nous sommes des êtres, des animaux. Je vais revenir à ça, nous sommes des animaux. C'est-à-dire, les animaux, quels qu'ils soient, s'adaptent à l'environnement, aux changements environnementaux par le mouvement, par l'animation musculaire. L'étymologie de animal. Bien sûr, c'est l'animation. C'est l'animation. Nous adaptons par l'éloignement du danger, le rapprochement de ce qui nous est favorable. Les plantes, les végétaux s'adaptent par la végétation, l'occupation de territoire. Et nous sommes des animaux. Donc, notre adaptation, depuis 500 millions d'années, se fait par le mouvement musculaire. Donc, nous avons un système qui, lorsqu'il y a une menace perçue, réelle ou perçue, déclenche un mouvement de fuite, de préparation à la fuite pour s'éloigner du danger, au combat pour éloigner l'agresseur, éloigner le danger. Et ce système mobilise de l'énergie musculaire. Et une fois que le danger est passé, nous avons un autre système qui permet le retour à la normale, la récupération, la relaxation, le repos, la fabrication de nouvelle énergie par la digestion. Alors, le système de fuite au combat, je crois que c'est Galien qui a mis les termes là-dessus, il s'appelle le système sympathique. En fait, il s'appelle orthosympathique, mais on l'a vite abrégé en sympathique. Et puis, le système du repos, de la relaxation, et le système, ce qu'on appelle parasympathique, étant donné qu'il est à côté du sympathique. Donc, on a ces deux systèmes. La totalité de toutes nos régulations, quelles qu'elles soient, régulation automatique, passe par un système extrêmement simple. En fait, quand je dis les animaux, c'est avec les vertébrés qu'est apparu le système à deux entrées, parce que le sympathique est apparu il y a 550 millions d'années avec l'apparition des vertébrés. D'accord, oui. Avec les vertébrés est apparu le système sympathique. Tous les invertébrés, tous les êtres sans vertèbres n'ont qu'un système parasympathique, puisque les vertèbres contiennent la moelle épinière, et la moelle épinière est le vecteur en partie du système sympathique. Et donc, c'est assez complexe, mais en fait, la santé, c'est un équilibre entre deux systèmes antagonistes. Sympathique de côté, dépense d'énergie pour la fuite et le combat. Parasympathique de l'autre, récupération de l'énergie. Et j'aime bien comparer notre système à une armée. Toutes les armées du monde ont deux types de militaires. Il y a les forces combattantes, celles qui sont armées, qui vont au combat. Et puis il y a l'intendance qui doit suivre, c'est-à-dire les cuisiniers, les ambulanciers, les médecins, les mécaniciens, l'essence, etc., le génie pour construire les routes, etc., etc. Et une armée, les combattants ne peuvent pas survivre longtemps s'il n'y a pas l'intendance derrière. Et envoyer les cuisiniers en tête, ben, ça ne marche pas non plus, malgré leur couteau de cuisine. Donc on a besoin de ces deux composantes. Nous, notre armée d'action, c'est le système sympathique. L'intendance, c'est le parasympathique. Et toute pathologie s'accompagne toujours d'un déséquilibre de ce système. Et d'ailleurs,
ça doit faire 10 ans maintenant, on m'a demandé de donner une lecture, une conférence à McGill, à la faculté de médecine à Montréal, justement sur la variété de la fréquence cardiaque aux étudiants de dernière année de médecine, aux internes en dernière de médecine familiale et médecine intégrative. On m'a demandé de parler et j'ai mis ce défi à ces étudiants en dernière année de médecine, trouvez-moi une maladie, n'importe laquelle, qui ne s'accompagne pas d'un déséquilibre du système nerveux autonome. Ils ont été incapables d'en trouver. Et le responsable du cours est venu me voir à la fin, il m'a dit, mais tu as pris des risques, non? Vas-y, donne-moi une maladie qui ne s'accompagne pas d'un déséquilibre. Donc voilà le point de départ. Mais pour revenir à mon cursus aussi, c'est pas pour rien que j'ai parlé de la médecine spatiale, c'est que la personne qui a découvert l'impact de la respiration, en particulier certains rythmes respiratoires, ou qui a redécouvert, parce qu'il y a 4000 ans que ça existe, le canon de l'empereur jaune, les Chinois, la médecine traditionnelle chinoise avait déjà compris l'importance de la respiration et de l'étude du pouls, avec les 82 ou 83 formes de pouls différents. Et c'est quand même Evgeny Vachio, qui était un médecin de l'agence spatiale russe. Et ils étudiaient la respiration pour les futurs vols habités. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec la respiration dans le domaine de la santé? Donc, ce n'est pas pour rien aussi que toutes les voies mènent à l'air, bien sûr, à l'aviation, mais aussi à l'air que nous inspirons. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et d'ailleurs, Evgeny Vachio a fini sa carrière à la NASA. Donc, à voir avec la médecine spatiale. Donc, voilà le cursus et les raisons qui font que je me suis intéressé à ça. Parce que, pour revenir à la respiration est l'un des seuls moyens simples, non médicamenteux, ou en tout cas non intrusifs, qu'on a de contrôler le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome est autonome. Il est involontaire, automatique et involontaire. Il fonctionne, c'est du réflexe permanent. Il fonctionne, c'est du reptilien. Il fonctionne de façon automatique. Vous ne pouvez pas par la volonté accélérer votre fréquence cardiaque. Vous ne pouvez pas par la volonté arrêter votre digestion. Vous ne pouvez pas par la volonté faire toutes ces régulations, modifier votre taux de sucre dans le sang, etc. Il y a un facteur que vous pouvez modifier dans une certaine limite, c'est la respiration, qui fait partie du système nerveux autonome, qui est automatique et involontaire. Mais on a une certaine action sur la respiration fugace, mais on peut augmenter sa fréquence, augmenter son volume, changer le temps inspiratoire, changer le temps expiratoire, jusqu'à une certaine limite. Vous ne pouvez pas vous suicider en arrêtant de respirer. Ça ne marche pas, puisque le système nerveux autonome va tout faire pour vous garder en vie. C'est-à-dire, au bout d'un moment... les fonctions réflexes vont reprendre le dessus sur la volonté. Donc, exactement. Et donc, la respiration, à la base de toute technique de respiration, que ce soit des respirations que vous étudiez au premier cours de méditation de pleine conscience, que vous étudiez dans les premiers cours de yoga, que vous étudiez dans toute pratique ancestrale de santé avant que la pharmacopée soit entrée en action, eh bien, on apprend des techniques respiratoires parce que ces médecines ancestrales n'avaient pas grand-chose à utiliser. Et à la base de tout ça, il y a un réflexe qui s'appelle le baroréflexe ou l'arythmie sinusale respiratoire, c'est le vrai nom. Donc là, on arrive à la variabilité cardiaque, en fait, en parlant d'arythmie sinusale respiratoire. Tout à fait. Et parce que les personnes qui ont étudié les électrocardiogrammes avaient envie d'avoir un moyen de mesurer un système, une boîte noire, comme tu as dit, c'est exactement ça. On ne peut pas brancher les électrodes sur cette boîte noire ou savoir ce qui se passe dedans. On est obligé d'observer des effets de ce qui se passe dans la boîte noire pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. On peut évaluer l'effet en observant, par exemple, ce que nous faisons, la modification de la fréquence cardiaque. Quand le cœur accélère, c'est que le système sympathique est stimulé. Quand le cœur ralentit, c'est que le parasympathique est stimulé. Et donc, on a un moyen direct, mais on pourrait le faire avec la respiration, on pourrait le faire avec la pression artérielle, on pourrait le faire avec la sueur. Lorsque on est stressé, on transpire. Eh bien, c'est les polygraphes, les détecteurs de mensonges. Donc, de tous les temps, les hommes ont cherché à étudier des facteurs indirects des effets, la température en est un aussi, pour essayer de savoir ce qui se passe, de déduire ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire de système nerveux autonome.
Et donc, utiliser la fréquence cardiaque, c'est très simple, c'est non invasif, c'est pas d'analyse compliquée, on utilise juste le pouls. Et c'est pas la fréquence cardiaque qui nous intéresse, c'est les accélérations et les ralentissements. Chaque fois que le cœur accélère, c'est que le sympathique est activé. Chaque fois que le cœur ralentit, c'est que le parasympathique est activé. Et donc, c'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque comme marqueur du système nerveux, un des marqueurs du système nerveux autonome. Et ce marqueur est utilisé depuis la médecine antique, puisque la médecine chinoise, dans le canon de l'empereur jaune, s'était rendu compte que les gens en bonne santé avaient un cœur plus irrégulier que les gens en mauvaise santé. Je répète parce que je ne me suis pas trompé. Les gens en bonne santé ont un cœur plus irrégulier que les gens en mauvaise santé. Tout simplement, ils ont un système d'homéostasie, un système nerveux sympathique, qui est aussi davantage. Donc le cœur accélère plus, ralentit plus. Donc en le sachant, ça paraît normal, mais ça paraît totalement contre-intuitif parce que, ah, madame, votre cœur est régulier, c'est génial. Ben non, le cœur n'est pas régulier. Si on avait les moyens avec nos doigts de capter les différences de temps, de période entre deux battements successifs, on s'apercevrait qu'à quelques dixièmes de seconde d'écart, nous ne savons plus le faire, on a besoin de matériel. Donc, voilà pourquoi ça s'appelle la cohérence cardiaque. Je n'aime pas trop ce terme parce que c'est beaucoup plus large que ça, la cohérence cardiaque, parce que le marqueur que nous utilisons, c'est la fréquence cardiaque. C'est juste un moyen de savoir lorsqu'un système est en équilibre, lorsqu'il est en déséquilibre, les capacités et la façon de revenir au centre. Et à la base de ça, que vient faire la respiration là-dedans? Je vais commencer à en parler. La respiration est le seul moyen que nous ayons, le seul moyen simple que nous ayons pour moduler le système nerveux autonome. Et nous l'avons oublié. Chaque fois que nous inspirons, à chaque inspiration, mon cœur accélère. Pourquoi? Parce qu'à chaque inspiration, je stimule le sympathique. Chaque fois que je souffle, mon cœur ralentit, c'est ça que nous observons. Mais à l'intérieur de la boîte noire, en fait, chaque fois que j'expire, je stimule mon parasympathique. Tout ça, c'est fait pour synchroniser les deux systèmes qui gèrent notre énergie musculaire pour la fuite ou le combat. L'énergie musculaire, c'est comme dans une automobile, c'est un mélange de sucre, de glucose ou d'hydrate de carbone et d'oxygène de l'air. Dans une automobile, c'est un mélange de carbohydrates, d'hydrocarbures, pardon, et d'oxygène, mais c'est exactement la même chose. Donc, les deux systèmes qui gèrent cette fourniture de carburant pour les muscles, c'est le cœur et les poumons, c'est la respiration et le système cardiovasculaire. Donc, il faut qu'ils soient synchronisés. C'est comme ça que ça donc ça a été observé dès le 19e siècle en Italie. Enfin, le Valsalva. C'est Antonio Valsalva. C'est ça, parce que tu as parlé des Chinois il y a longtemps. Alors les Chinois, mais après, il y a un grand moment d'oubli. Ça, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, les Chinois. Donc, c'est il y a 4000 ans. Et puis après, ça a été perdu. Et c'est Antonio Valsalva, physiologiste italien du 17e, je crois. 17e, oui, c'est 1600 et quelques, du 17e. Et ce n'est pas sa seule découverte. C'est Valsalva qui a montré comment il a aussi fait déboucher les oreilles en soufflant dans le nez. Et il a imaginé qu'il y avait forcément un tuyau qui s'appelle la trompe de Sage qui équilibre les pressions. C'est aussi celui qui a montré qu'on pouvait, en bloquant les carotides, en comprimant les globules, surtout ne le faites pas, vous pouvez perdre connaissance parce que ça déclenche un réflexe de ralentissement brutal, qu'on appelle un malaise vagal, un ralentissement brutal de la pression artérielle. Mais il a aussi noté cette synchronisation qu'il y avait entre l'inspiration et l'expiration. Et je vous assure que sans matériel, il n'y avait pas d'électrocardiogramme autant d'Antonio Valsalva. Comment est-ce qu'il a fait pour s'apercevoir quand on accélère, quand on inspire, que le cœur accélère? Essayez de le faire, vous verrez que c'est extrêmement difficile. C'est très subtil. Très subtil. C'est des dixièmes de seconde d'écart entre deux battements successifs. Donc oui. Et ça s'appelle l'arythmie cellulaire respiratoire. C'est-à-dire, nous pouvons, par la respiration, agir sur le système nerveux autonome. Et, mais d'ailleurs, vous le faites déjà, surprise. Inspiration, bloquez l'inspiration, vous vous mettez en mode sympathique, en mode fuite ou combat. Automatique. Et qu'est-ce que vous faites quand le danger est passé? Un grand soupir de soulagement, vous vous mettez en système récupération, relaxation, etc. Et donc, avec la respiration, on peut, bien sûr, on ne va pas traiter, ce n'est pas un traitement,
c'est une manière simple de revenir au centre, d'améliorer la résilience, de favoriser le traitement et surtout dans l'équilibre émotionnel, dans tous les troubles liés au stress et aux émotions. On permet de revenir à un certain équilibre entre sympathique et parasympathique de l'homéostasie. Il suffit d'égaliser le temps inspiratoire avec le temps expiratoire, c'est-à-dire cette balançoire permanente qui est entre sympathique et parasympathique. Eh bien, on va égaliser les deux branches et la résultante est une égalisation. Et c'est exactement ce qui se passe. Et cet état où il y a une égalisation de la stimulation sympathique avec une égalisation de la stimulation parasympathique s'appelle l'état de cohérence cardiaque. Puisque lorsqu'on fait des enregistrements, on s'aperçoit qu'il y a autant que c'est une courbe, c'est une genre de sinusoïde extrêmement régulière, plus la qualité de la cohérence cardiaque est importante, eh bien on s'aperçoit que l'inspiration s'accompagne d'une accélération, ralentissement, une belle courbe, alors qu'à l'état normal, les fluctuations de la fréquence cardiaque sont totalement irrégulières, calées sur l'environnement, les pensées, les émotions, etc. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la cohérence cardiaque, c'est uniquement une constatation visuelle sur des graphiques du tracé de la fréquence. C'est un état particulier de la variabilité, en fait, de la variabilité Absolument. cardiaque. Et donc ça, il a fallu, parce qu'on a parlé, c'était des observations, on va dire, préliminaires avec Valsalva, mais c'est seulement au moment où on a les instruments de mesure, en gros, au XXe siècle, qu'on peut vraiment là prouver en fait l'existence de la variabilité et de montrer cet état de cohérence. Bien sûr. Donc, parce que tu as mentionné un soviétique, donc ça Oui, fait c'est partie à peu près de... Voilà. Ce sont il était pneumologue, hein, ce médecin aéronautique, et il utilisait des exercices respiratoires pour mettre les gens légèrement inconfortables, chez les asthmatiques en particulier. Il travaillait chez les asthmatiques. Et les asthmatiques sont très attentifs à leur rythme respiratoire. Les asthmatiques sont aussi très sensibles au stress. Le stress peut déclencher une crise d'asthme, etc. Et donc, toute perception inconfortable respiratoire, les stress, et souvent peut déclencher, c'est très sympathique, c'est très schématique ce que je présente, mais c'est vrai. Et donc, il a voulu mettre les gens légèrement inconfortables en ralentissant un peu leur fréquence respiratoire, en égalisant le temps inspiratoire, expiratoire. Et il s'est rendu compte, chez ces personnes-là, eh bien, il y avait une amélioration générale, même en dehors des séances respiratoires, et en particulier de l'inflammation, qui est un facteur aggravant de la maladie asthmatique. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à vouloir s'y intéresser. Mais il est certain, je dis souvent, qui a inventé la cohérence cardiaque? Ben, personne n'a inventé la cohérence cardiaque. Est-ce que l'inventeur du thermomètre a inventé la fièvre? Est-ce que l'inventeur de la balance a inventé l'obésité? Est-ce que l'inventeur de l'hypertension, est-ce que l'inventeur du tensiomètre a inventé l'hypertension artérielle? Non. Non. Ce sont des inventeurs qui ont mis au point un appareil pour déceler un état physiologique. Bien sûr que la fièvre existait avant, mais on avait des moyens directs de la sentir. Bien sûr que le surpoids existait avant, mais il a fallu la balance pour mettre des chiffres, etc. Bien sûr que la cohérence cardiaque existait avant, mais là, pour pouvoir y mettre des données, des valeurs, ça se mesure, et une visualisation, il a fallu attendre les électrocardiogrammes et une courbe dérivée de l'électrocardiogramme, c'est-à-dire c'est l'électrocardiogramme, une courbe dérivée qui est un tachogramme, ça s'appelle. C'est pas simplement l'enregistrement de chaque battement cardiaque, mais c'est l'enregistrement sur un tracé des fréquences cardiaques en fonction du temps. On appelle ça l'analyse temporelle de la fréquence cardiaque. Donc il a fallu du temps, et ça a toujours existé. La cohérence cardiaque est un état physiologique particulier, induit par plusieurs phénomènes. Le plus simple, et celui par lequel on débute tous, c'est par une respiration. Le temps inspiratoire est égal au temps expiratoire. Mais il y a d'autres façons aussi de l'induire, des techniques cognitives, par la pensée, par les émotions,
par l'environnement. La cohérence cardiaque, un état d'équilibre qu'on peut bien sûr obtenir. Par exemple, vous êtes un magnifique spectacle, vous êtes au calme, dans un beau paysage. Il est possible que votre système nerveux autonome soit en équilibre. Oscille, c'est un oscillateur, hein, oscille de façon régulière. C'est un état de cohérence neurophysiologique, cohérence cardiaque qui en enregistre. Et si on l'induire de façon automatique par la respiration, on inspire, on expire sur des durées égales. Et ce qu'a aussi trouvé Evgeny Vachio, c'est qu'il y a une certaine fréquence pour les humains qui entraîne une oscillation maximale de ce système. C'est une fréquence, ce qu'on appelle une fréquence de résonance. Tout oscillateur a une fréquence de résonance, c'est-à-dire il oscille à une certaine vitesse, ça dépend de la longueur du fil. Une balançoire va toujours osciller à la même vitesse, n'importe quel oscillateur va toujours osciller à la même vitesse. Le système nerveux autonome a une fréquence de résonance aussi. Il se trouve que c'est 0,10 Hz, mais ça c'est la mesure en Hz, c'est fréquences, c'est 6 par minute. Donc 6 par minute, avec la respiration, on l'obtient en faisant 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, et ça entraîne l'oscillation la plus importante. Donc, c'est celle qu'on utilise. Mais si vous inspirez pendant 8 secondes et vous expirez pendant 8 secondes, vous avez aussi un état de cohérence cardiaque, mais il n'est pas optimal. Donc, on préfère utiliser celui qui est optimal. C'est pour ça que vous trouvez tous les guides respiratoires qui existent. C'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Mais il y a beaucoup de variantes là-dedans. Parce qu'on peut, par exemple, vouloir renforcer un peu le parasympathique, l'état de relaxation, tout en faisant un guide, tout en étant en cohérence cardiaque. Eh ben, on va inspirer un peu moins longtemps. On va expirer un peu plus longtemps, donc on peut faire 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, ça fait toujours 10 secondes, donc on a toujours 6 par minute, on a un peu surstimuler le para. Donc c'est beaucoup plus complexe, bien sûr, sinon mon livre il fera une page, donc c'est beaucoup plus complexe, bien sûr, que ce que j'ai dit, mais à la base, chaque fois que vous allez inspirer pendant 5 secondes, souffler pendant 5 secondes, vous allez être en cohérence cardiaque de façon induite par la respiration, avec tous les bénéfices que cela comprend, tous les effets que ça comprend. Numéro 1, c'est la réduction de l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Le cortisol qui est toujours surstimulé lorsqu'il y a ce déséquilibre au profit du système sympathique. Oui, et c'est avec cette démarche petit à petit que tu en es arrivé à ce protocole que je vois derrière toi, 3-6-5. C'est vrai, oui. Ben oui, oui. Donc alors, on protocole, peut en oui. parler un peu. Ouais. Voilà. Alors, c'est vrai. Alors, c'est vrai que je suis le créateur de la formule qui est devenue actuellement la référence. Oui. Et pour moi, c'est un moyen mnémotechnique au départ. Oui, très pratique. 3 fois. Enfin, oui, voilà, 3, 6, 5, ouais. vous savez que Voilà. à part les années bissextiles, ça a une signification. Donc, mais 3 fois par jour, 6 respirations par minute, c'est ça la base, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. 3 fois par jour, parce que les effets observés sur le cortisol, sur la pression artérielle, sur ce qui est mesurable sur le court terme, montrent qu'une séance de cohérence cardiaque, où on respire 6 fois par minute, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, ne dure pas plus de quelques heures, 3-4 heures. C'est fugace. Donc, si on veut couvrir une journée, 3 fois 4 heures, ça fait 12 heures. C'est bien, c'est simple. Et puis, c'est un peu on a l'habitude, 3 repas par jour. Avant, on prenait les médicaments 3 fois par jour. Brosser les dents 3 fois par jour. Donc, le 3 fois par jour est entré dans les usages. On a gardé. 4 fois par jour, c'est mieux. Mais il en manque souvent. Donc, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est un compromis. Une séance plus longue marche mieux, mais après, ça paraît très long. Moins de 5 minutes, ça marche moins bien. Moins de 3 minutes, ça ne marche pas beaucoup. Donc, on s'est dit 5 minutes, c'est bien. Donc, ça fait ce 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Et c'est actuellement devenu la technique de base. Et je n'avais pas pensé du tout à ça. Lorsque je l'ai proposé, le livre 365 cohérence cardiaque n'est pas mon premier livre, c'est mon 4e. Parce qu'au début, je voulais créer un livre basique comme ce livre-là, tout simple, moins de 100 pages, qu'est-ce que la cohérence cardiaque? Et je comptais l'appeler cohérence cardiaque. Mais ce livre, là on remonte à 2006, donc l'année où j'ai pris une année sabbatique pour écrire un livre, et ça n'intéressait aucun éditeur.
un livre cohérence cardiaque, ça n'intéressait personne. Donc, je l'ai adapté en maigrir par la cohérence cardiaque, étant donné que j'étais nutritionniste. Il a super bien marché. Après, j'ai voulu écrire cohérence cardiaque, ça n'intéresse toujours personne, donc j'ai écrit un livre sur l'aide à la prise non, sur le stress, 6 ordonnances anti-stress, et puis un livre sur l'aide à la prise de décision. Et enfin, étant donné que ces 3 premiers livres ont plutôt bien marché, mon éditeur a dit ben, c'est peut-être bien d'écrire un livre, cohérence cardiaque. Manque de chance, quelqu'un avait pris le titre, et donc le livre existait entre-temps, cohérence cardiaque. Et en plus, c'est quelqu'un que je connais très bien, et donc, comment je vais l'appeler? Ben, comme ma méthode, c'était 365, cohérence cardiaque, ben, il s'est appelé 365. Ouais. Ça a été, c'est une bonne chose, parce que le livre marche très bien. Donc la technique de base, je ne veux pas dire que c'est la seule. Je veux juste préciser, puisqu'on parle de tes livres, que pour les gens qui nous écouteraient et qui ne connaissent pas bien ton travail, c'est peut-être ce livre 365, c'est probablement celui par lequel il faut commencer. Voilà, je voulais préciser ça. Absolument. Bon, il y a 7 livres, hein, donc il y a Suggestion du poids, Maigrir par la cohérence cardiaque. Et effectivement, c'est un petit livre, on a plein de bonnes infos. 1 heure et quart. Voilà, il est en version en français, il est en anglais, il est en version française, en numérique aussi. Bien sûr qu'au Québec, il est présent chez Renaud Bray, il est présent sur tous les distributeurs habituels de livres. Chaque année, j'étais au Festival de livres en novembre à Montréal. Donc, ce livre est quand même inclus dans tous les autres. C'est-à-dire, je ne parle jamais du principe que les gens connaissent la cohérence cardiaque. C'est pour ça que les livres Maigrir, les livres Intuition, les autres livres sont un peu plus volumineux parce qu'il faut l'expliquer au départ ce que c'est. Mais le 365 cohérence cardiaque est autonome, autosuffisant, mais il ne parle pas d'application particulière. C'est la base d'une pratique de cohérence cardiaque. 3 fois par jour, c'est respiration par minute pendant 5 minutes. Voilà. Donc, et c'est donc tout ça, c'est parti d'observations plutôt empiriques ou il y a eu vraiment des études, par exemple cliniques ou quoi? Ok. Alors les deux. Alors tout d'abord sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Et si on se réfère aux bases officielles de données, qui est PubMed en anglais, c'est 22 000 études publiées, validées, sur la variété de la fréquence cardiaque. Et là-dedans, il y a en particulier depuis une grosse étude en 1996, l'effet de la respiration sur la variété de la fréquence cardiaque. Par contre, sur la cohérence cardiaque, il y a des données sur PubMed, mais ça se mesure en dizaines. Et sinon, il y a HeartMath Institute, je crois que c'est 120 publications qui ne sont pas toujours du niveau validé par les pairs, parce que ce ne sont pas des universitaires. Et étant donné la cohérence cardiaque, jusqu'à récemment, n'a pas tellement intéressé le corps médical. J'ai connu ça, justement par HeartMath, quand j'habitais aux États-Unis. C'est comme ça que j'en suis venu. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est vrai que j'ai noté que c'était pas beaucoup d'études validées par les pairs, comme tu dis. Pour plusieurs raisons. La variété cardiaque, c'est de la recherche fondamentale, mais appliquée à l'hypertension artérielle, appliquée au cancer, appliquée à l'immunologie. Très peu d'études cliniques sur n'importe quelle maladie et les traitements inclut la mesure de la variété de la fréquence cardiaque comme marqueur de santé. Donc, ça intéresse les applications à la sortie et des applications financières aussi. Et donc, il y a des financements. La cohérence cardiaque est très longtemps restée dans le domaine, je veux dire, des pratiques non médicales, des pratiques de type naturopathique, des pratiques parfois considérées comme ésotériques, parce que ça ressemble à la relaxation, ça ressemble à la méditation, à la pleine. Et ça n'a pas toujours eu une bonne presse auprès des médecins. C'est vraiment en train de changer. Donc, on commence à voir. Et bon, c'est vrai que je n'ai pas étudié au Québec, je n'ai pas exercé au Québec, je n'ai pas de gros réseau au Québec. Donc, je parle plutôt de l'Europe et de la France. On a de plus en plus
d'études en cours actuellement, des études sur cohérence cardiaque et Ouais. hypertension artérielle, cohérence cardiaque et insuffisance rénale dans les milieux hospitaliers. Donc, et actuellement, on a aussi une très grosse, je ne vais pas parler d'une étude clinique, mais une très grosse étude, puisqu'il ne s'agit pas de patients malades, avec les enfants dans les Oui. écoles par l'éducation nationale française, c'est-à-dire vraiment les commissions scolaires françaises. On a plus de 3000 élèves qui ont été soumis pendant 3 ans à des protocoles de pratique de la cohérence cardiaque. Bien sûr, ce n'est pas des enfants malades, donc on ne peut pas parler d'études cliniques, mais ça a Non, été non, non, oui. publié sur l'effet Ça a d'une été pratique en publié, ça. classe. Ah oui, ça a été D'accord. publié au niveau universitaire dans 2 Ok, académies, à d'accord. Poitiers et à La Réunion, parce que c'est Ok. 2 académies qui avaient été choisies pour faire le pilotage d'études de tests. Oui, Le problème, le ok. Covid est arrivé, a un peu bouleversé tout. Cette année, ça a été Mhm. depuis 2 ans, ça va faire la deuxième année où c'est interrompu. Mais donc, et a montré qu'une simple pratique, 3 fois par jour à l'école, 3 minutes, parce que chez l'enfant, ce n'est pas la peine de faire 5 minutes, il y a des marqueurs utilisés déjà par l'éducation nationale, que ce soit le niveau sonore, que le temps de retour au travail, tout ça, ça a été mesuré et évalué avec des marqueurs contre des classes témoins. Et ces 3000 et quelques enfants, le Québec a aussi participé à 800 enfants Mhm. par un groupe d'établissements privés au Québec, puisqu'on Mhm. n'a pas encore pu intéresser, si cette discussion pouvait intéresser les commissions scolaires, parce que ça fait des années que j'essaie, au moins laissez-nous vous montrer, c'est sans danger, on respire avec les enfants. Mhm. Donc, il y a 800 élèves qui ont participé au Québec il y a 3 ans maintenant, pendant une année entière là-dessus, avec des résultats favorables aussi. D'accord. Ouais, Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est une pratique simple, c'est une pratique qui n'est pas religieuse ou quoi, donc on peut la proposer à tout le monde. Et bien en sûr, plus, tu parles d'enfants, on est quand même face à une génération, il y a quand même de plus en plus de problèmes d'attention avec les écrans, les choses comme ça. Donc, bien essayer de sûr. proposer un outil pour contrer. Il y avait un neuroscientifique il y a quelques années qui avait sorti ce petit livre qui s'appelait La civilisation du poisson rouge, je crois, où il disait que les gens de plus en plus, les gens n'ont pas plus de capacité de concentration qu'un poisson rouge, quoi. Donc, bon, ce qui fait un peu peur, hein. Mais voilà, proposer un outil simple, enfin voilà, tel que tu le décris, voilà, pour les générations futures, c'est quand même quelque chose Alors, de. alors, c'est vrai que c'est dans le domaine de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Ouais, Il y a eu Sainte-Justine à un moment, l'hôpital Sainte-Justine à Montréal a à été Montréal, donc intéressé. ouais, On avait ouais. créé un protocole, et ça remonte à 10 ans. Il n'a jamais pu aboutir faute de financement, et c'est là le Ouais. problème. On n'intéresse aucune pharmaceutique, on n'intéresse aucun financement. Et je me rappelle très bien les personnes qui avaient voulu l'intégrer aussi là, et ça n'a jamais fonctionné, faute de financement. Et Mhm. en France, on a intéressé enfin les compagnies d'assurance vie, c'est-à-dire les assureurs. Et ce sont eux qui actuellement financent les études. Et pour l'éducation nationale, c'est la mutuelle, je le cite, puisque la MGEN, qui est la Mhm. mutuelle générale de l'éducation nationale en France, Ouais. c'est-à-dire la RAMQ des enseignants. Mhm. Et c'est eux qui Ouais. financent ces études-là. Parce qu'on s'est aperçu qu'en améliorant le climat de classe, le climat en classe, améliorant le stress en classe, on améliore le stress des enseignants. Et Mhm. j'ai participé, d'ailleurs, avec David Saran-Schreiber, j'étais encore en France, donc il y a plus de 16 ans, dans des écoles à Amsterdam, en Hollande, à une expérience de cohérence cardiaque dans les écoles avec les enfants pour baisser le stress des enseignants. Et au départ, c'était ça. Et la seule façon qu'on avait Oui. trouvée pour s'assurer que les enseignants pratiquaient la cohérence cardiaque au moins 3 fois par jour, c'est leur demander de le faire avec les enfants. Les enfants Ah oui. servaient d'alibi Ah pour le ouais. faire. Et ça a baissé l'absentisme des professeurs. Ça a été le marqueur, c'est l'absentisme des professeurs des Mhm. classes dans lesquelles on pratiquait la cohérence cardiaque. Ok. Et donc, on a une multitude de faisceaux de preuves. Je ne vais jamais dire de preuves scientifiques parce que pour, euh, pour avoir assez de données, et je suis un ancien médecin de laboratoire pharmaceutique au départ, avant même Mhm. avant ça, donc j'étais responsable d'études cliniques, donc je sais la difficulté Oui. que c'est d'accumuler tout ce qui est nécessaire. Et la cohérence cardiaque, c'est tellement intangible. Vous ne pouvez même pas faire de groupe placebo. On sait forcément ce qu'on fait dans les 2 groupes, quoi. Donc c'est très Mhm. compliqué. Donc Oui. c'est sûr que j'aimerais qu'il y ait plus d'études.
tout en sachant qu'avoir plus d'études, c'est difficile. Donc voilà où on en est. Mais il y en a beaucoup. Et l'année qui a changé, et c'est vrai que je me réfère, même si je n'ai même pas la nationalité française, je suis un pur Canadien, québécois depuis 16 ans, mais de 15 ans, mais même si je me réfère souvent à la France parce que c'est là où j'ai exercé, où j'ai vu quand même pratiquement toute ma vie d'adulte. Depuis 2014, quelque chose a changé de façon radicale avec la perception de la cohérence cardiaque par le corps médical. En 2014, la Fédération française de cardiologie, donc c'est une fédération de cardiologues et de médecins intéressés par les maladies cardiovasculaires. La fédération avait 50 ans cette année-là, en 2014, c'est le 50e anniversaire. Ils ont voulu faire une grande campagne publicitaire dans les salles d'attente et dans les journaux pour réduire les accidents cardiovasculaires. C'est quand même la première cause de mortalité. Réduire les accidents cardiovasculaires par la gestion du stress. Et ils ont proposé 10 techniques non médicamenteuses. En numéro 1, en premier, publié sur tout le territoire français, ça a été le 365. Je vais aller dire la cohérence cardiaque, mais non, ça a même été mon 365. Pour moi, ça a été une reconnaissance majeure par le corps médical. Et là, ça a tout changé, même avant l'activité physique. Moi, sincèrement, j'aurais mis l'activité physique avant. Tant mieux. Et ça a été renouvelé chaque année depuis 6 ans. Et depuis là, on a des études cliniques qui commencent. Et actuellement, j'ai encore eu un courriel aujourd'hui. En France, nous avons encore des thèses de doctorat en médecine, c'est-à-dire nous rédigeons une thèse de doctorat. Une thèse, c'est un travail original, non publié, original. Ce n'est pas facile. Le nombre de médecins qu'il y a en France, depuis des siècles, depuis Rabelais, depuis des siècles, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de thèses. Trouver un sujet original, ce n'est pas facile. Et actuellement, j'ai 1 à 2 demandes par mois d'étudiants en dernière année de médecine qui préparent, il faut 1 à 2 années pour écrire une thèse, rédiger une thèse de doctorat en médecine, et que l'on présente devant un jury. Et entre parenthèses, Emmanuel était déjà sur le cœur, comme si c'était prémonitoire. Et donc, j'ai de plus en plus de demandes d'étudiants qui aimeraient faire une thèse de doctorat en médecine sur la cohérence cardiaque. Et c'est formidable, parce que ça tient lieu de publication, ça. Et donc, on est en train là, j'ai déjà participé à des jurys. On m'a demandé d'être directeur de thèse, ce qui n'a pas été possible à cause du Covid. Donc, j'ai participé à des jurys, même en visioconférence. Et donc, cette problématique des études est en train de s'effacer petit à petit. Non, c'est ça, c'est qu'il faut que les gens, pour le grand public, c'est pas toujours facile de comprendre que le temps de la science est long. Établir, comme tu l'as signalé, établir des preuves solides, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que c'était bien de souligner que actuellement on a plutôt un faisceau de preuves que de vraies preuves établies, mais que la méthode fait son chemin, les preuves s'accumulent et que voilà, à un moment on sera vraiment fixé. C'est vrai que tu mentionnais que sur PubMed, il y a beaucoup d'études sur la variabilité. 22 000. Voilà, beaucoup moins sur la cohérence, mais à un moment donné, ça va s'équilibrer. Parce que d'après ce que j'ai vu moi, en regardant vite fait, la variabilité, c'est un marqueur, un outil utilisé dans des domaines très très vastes. Il n'y a pas très longtemps, je voyais une étude de 2015, je crois, qui utilisait la variabilité comme un prédicteur du syndrome post-traumatique, par exemple. Bien sûr. Alors, il y a 3 domaines. Tout à fait. Alors ça a été publié même avant ça, ce n'est pas la dernière. D'accord. Mais la première qui a été publiée en valeur prédictive de la variété, d'une baisse de la variété cardiaque, c'est-à-dire un cœur qui devient plus régulier, ça paraît bizarre, c'est-à-dire la variété qui baisse, un cœur moins adaptatif. La première qui a été publiée, c'est dans les années 60, sur la prédiction d'un accident cardiovasculaire. Et là, c'est facile parce que ce sont des études qu'on appelle rétrospectives. C'est-à-dire, on peut sortir des dossiers de patients hospitalisés, prendre leur électrocardiogramme et les analyser a posteriori. C'est beaucoup plus facile.
Par exemple, pour le stress, on ne fait pas d'électrocardiogramme, donc on n'a aucun tracé. On s'était rendu compte que les personnes qui faisaient un premier accident cardiovasculaire, dans le cadre de cette étude, un infarctus du myocarde, et que dans les suites de cet infarctus du myocarde, premier accident de crise cardiaque, si leur variété baissait, c'était statistiquement très significatif, hautement significatif, de faire un nouvel accident dans les 2 semaines qui suivent. Donc une valeur prédictive. Et c'est vrai que je milite, moi, pour l'étude de la variété cardiaque chez les personnes qui ont déjà fait un premier accident cardiovasculaire, parce qu'on a un marqueur non invasif, on ne fait pas de piqûre. Il y a des petits matériels très simples que les gens peuvent avoir chez eux, juste pour, si ça baisse plusieurs jours de suite, il est licite de consulter son cardiologue. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le premier. Dans le domaine du stress, et c'est dans le domaine du stress, le stress, le stress est né à Montréal, hein, vous devez le savoir, à McGill, hein, justement, avec Hans Selye, dans 1956, c'est pas vieux, hein, The Stress of Life, le stress de la vie. C'est son premier livre grand public, qui était la première fois où on mentionnait le non-stress, qui est un terme de physique, de déformation des métaux. On stresse un métal, il chauffe et il casse. Et donc, c'est le stress. Et il a théorisé qu'il y a une phase d'alarme, menace. Après, il y a une phase de décroissance. D'ailleurs, ça suit le niveau de cortisol. S'il ne se passe rien, je reviens à la normale. Mais si la menace persiste ou se répète, il y a une phase de résistance, d'adaptation, un plateau. Puis à un moment, si ça dure trop, il y a une phase d'épuisement professionnel, burn-out ou épuisement tout court. Ouais. Eh bien, on arrive avec la réduction importante de la variété cardiaque de prédire le passage de la phase d'épuisement à la phase de résistance à la phase de résistance. Parce que le diagnostic d'épuisement, il y a des études là-dessus, et parfois fait des semaines et des mois après que la personne ait déjà basculé. Parce que dans la phase de résistance, le cortisol est au maximum, le corps essaie de résister, puis à un moment, les glandes surrénales qui sont celles qui fabriquent le cortisol, mais qui fabriquent une bonne partie des hormones de l'adaptation, c'est vraiment nos centrales de gestion de l'énergie, ça se passe sur les petites glandes qui sont sur les reins, surrénales, et elles s'épuisent. Il n'y a plus de cortisol, il n'y a plus de DHA, et épuisement. On peut, avant les premiers signes cliniques qui sont fatigue. Qu'est-ce qu'on fait fatigue? On prend des vitamines, ça ne marche pas. On se met au repos, ça ne marche pas. Et parfois, c'est des semaines, parfois des mois avant que le diagnostic est fait. Et dans le stress post-traumatique, c'est un marqueur et qui existe depuis assez longtemps, puisque les premiers à avoir fait ça, c'est l'armée américaine, qui a son propre logiciel pour évaluer l'impact. Mettons une explosion dans un camp de militaires, on mesure la variété cardiaque et on peut, à partir de là, évaluer le risque de cette personne. Est-ce qu'il vaut mieux la ramener ou est-ce qu'elle pourrait rester traitée sur place? Et ça, ce matériel, il y a 20 ans. Donc, c'est quand même, c'est connu. Mais c'est connu, financé et étudié s'il y a une application directe dans la vie de tous les jours, quoi. Et la simple gestion du stress, c'est pas une pathologie reconnue. Pendant plusieurs années, pendant une dizaine d'années au Québec, j'ai fait de la formation d'entreprise, de l'information d'entreprise, des séminaires d'une journée dans toutes les grandes entreprises québécoises pendant une dizaine d'années. Et justement, pour avoir certains qualificatifs de la santé, de la sécurité, de la santé au travail. Et le stress a été retiré des sujets que l'on pouvait proposer, puisque on nous oppose, ils ne sont plus pris en compte ou peut-être ça a changé depuis 2-3 ans, mais ça m'étonnerait, ne sont plus pris en compte, ne sont plus indemnisables au titre de la formation professionnelle, parce que c'est du développement personnel, ça n'intéresse pas les entreprises. Et je trouve qu'on marche sur la tête, alors que ça intéresse au plus haut point les entreprises. Et donc, l'organisme que nous avions qui faisait ça a cessé de fonctionner parce que le stress, c'est une petite anecdote, mais c'est intéressant parce que c'est pas souvent que je m'adresse à des Québécois, quasiment exclusivement,
Et donc, Mhm. donc pour dire que quand même, on a, oui, la variété cardiaque, c'est très publié, c'est un marqueur de santé. La cohérence cardiaque est évaluée par la variété cardiaque. La cohérence Mhm. cardiaque, c'est un état physiologique d'équilibre et de capacité de revenir au centre plus Mhm. facile, de l'homéostasie, Oui. du système nerveux autonome. Donc, c'est quand même deux sujets différents, même s'ils sont corrélés. Voilà. Oui, oui, oui. Mais oui, voilà. Et donc, en fait, en me disant ça, bah, en fait, tu me tends une belle perche parce que je pense que c'est le bon moment. Bah, en fait, pour que tu nous parles de ton modèle, tu m'avais parlé la dernière fois d'un modèle, où tu parlais d'argent à la banque, des choses comme ça Oui, oui, pour l'équilibre. d'accord. Et je pense que c'est un joli modèle. Donc, ce serait, si tu as envie de Alors, le partager, ça serait. ah ben oui, je le partage. Alors, Oui. ouais, c'est vrai qu'en en 15 ans au Québec, au début, j'avais une formation, je fais que des formations professionnelles de 3 journées, et je n'ai pas fait de formation grand public, même si j'ai donné beaucoup de conférences et tout ça. Et j'ai formé en tout 4000 professionnels au Québec, beaucoup. Il y a de moins en moins, mais je pense qu'au Québec, j'ai à peu près formé toutes les personnes a priori intéressées. C'est pas D'accord. le monde de la psychologie, ce n'est pas des milliers et des milliers de personnes au Québec. Oui. Oui. Notre formation sera agréée par l'Ordre des psychologues et psychothérapeutes du Québec, par les infirmiers, par les ressources humaines. Et c'est vrai que j'ai de moins en moins de formations présentielles, surtout ces dernières années, au Québec. Et à une des formations, assisté un chef de service de McGill, encore, ben, j'habite à côté, donc c'était Mhm. facile. Donc, de McGill, une chef de service, bien sûr, je ne citerai jamais le nom, qui a assisté à ma formation. Chef de service connu. Et je présente, bah, c'est pas un modèle, c'est ma façon de présenter les choses. Ouais, ouais, Et je ouais. le présente, et voilà ce que c'est. Notre système nerveux autonome euh, utilise, équilibre en fait un système énergétique. Le, de l'énergie musculaire pour la fuite ou le combat et la récupération d'énergie pour la restauration et la relaxation. Mhm. La fuite ou le combat, c'est de la dépense énergétique, c'est de l'énergie vers l'extérieur. Le reste, c'est de la reconstruction, la relaxation, Mhm. le repas, la restauration, la digestion, c'est du parasympathique, c'est restituer Mhm. l'énergie et réparer. Tous les repos, relaxation, repas, restauration, Reproduire. etc. Tout Oui. ça, c'est du Mhm. parasympathique. Et donc, c'est exactement comme un équilibre financier, un équilibre budgétaire. Qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est l'énergie en papier, quoi. C'est du travail, Mhm. c'est de l'énergie. Et Mhm. donc, vous êtes en santé financière si vos dépenses sont équilibrées par vos revenus. Mhm. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Prenons un exemple. Quelqu'un dépense 500 dollars par mois, gagne 500 dollars par mois, il est en équilibre financier. Il n'est pas en découvert, il n'a pas de dette, il n'est pas Mhm. en difficulté. Ce n'est pas très confortable pour une adaptation optimale, pour Mhm. des imprévus. Alors, quelqu'un qui dépense 500 dollars et qui gagne 500 dollars est en équilibre, mais une plus grande capacité d'adaptation. 5000, c'est encore plus. Donc, il y a à la fois la notion d'équilibre et la notion de cash flow, de Mhm. cette entrée et sortie d'argent. C'est exactement la même chose avec notre système autonome. On a les dépenses qui sont le système sympathique, les revenus, les ressources, on appelle ça le parasympathique. La santé, c'est l'équilibre. Et cet équilibre est encore plus important si on a des dépenses importantes, courir vite et loin, à condition de l'avoir en banque. C'est sûr Mhm. qu'il vaut mieux avoir 20 ans et courir vite et loin que d'avoir 80 ans et courir pas vite du tout. Donc, ça dépend de ce qu'on a en banque aussi. Mhm. Et la santé, c'est cet équilibre et cette capacité d'avoir un système sympathique fort à condition d'avoir l'énergie en banque, en parasympathie. D'accord. Et tout traitement, et tout traitement cherche à rétablir cet équilibre, soit en réduisant le côté le plus fort, et c'est le cas de la pharmacologie en général. C'est anti quelque chose, anti-hypertenseur, antibiotique, on essaie d'écraser le côté le plus fort pour rétablir l'équilibre. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai longtemps milité, et je continue pour les médecines, je ne vais pas dire alternatives,
ou parallèles. Parallèles ne se rejoignent jamais en géométrie. Donc, des médecines autres, complémentaires, intégratives. J'ai prescrit pendant plus de 30 ans, je prescris encore aujourd'hui, donc je ne suis pas contre la pharmacopée, la médecine chimique. C'est ce qui a sauvé des vies, qui sauvera encore des vies. Mais par contre, si on peut faire quelque chose de l'autre côté et renforcer le côté le plus faible, on peut réduire le côté le plus fort et renforcer le côté. Et en général, réfléchissez, les médecines dites alternatives, c'est en général, ils ne cherchent pas à réduire le côté le plus fort, ils cherchent à stimuler le côté le plus faible. Et le côté le plus faible, 80% de la médecine générale, de médecine familiale, 80 à 90%, c'est trop de sympathique, trop de stress, pas assez de parasympathique. Et donc, toutes ces techniques, la pleine conscience, l'activité physique, le yoga, etc., c'est du renforçateur parasympathique. Et c'est ça que parfois encore, on a du mal à accepter en tant que médecin. Et cette chef de service est venue me voir. J'avais un peu peur parce que dans ma formation, il n'y a pas que des médecins, il n'y a pas peu de médecins. En général, c'est psychologue, psychothérapeute, hypnothérapeute, ergo, etc. Donc, je simplifie quand même beaucoup la physiologie. Il y a 300 neuropeptides, j'en parle que de 5. Un neuropeptide, c'est le neurotransmetteur, ce sont des protéines de l'information. Et je parle que de 5. Elle m'attendait à la sortie. Oui, je simplifie à l'extrême. Elle m'a dit, je n'ai jamais envisagé la médecine de cette façon-là, avec ce que j'appelle l'équilibiogramme. C'est un schéma que je dessine pendant tout mon cours, et à ma guide, j'avais rempli un tableau entier pendant toute la session de sympathique, parasympathique, l'équilibre entre les deux, comment marchent tous les traitements. Là, il augmente ça, là, il réduit ça. Et elle est venue, je n'avais jamais envisagé la médecine sous cette forme bipolaire, quoi, en fait. Donc, ils sont en train d'y venir. Mais c'est vrai que moi, quand tu m'avais raconté quand on s'était parlé la première fois que tu m'avais raconté ce modèle, il m'avait beaucoup parlé parce qu'il m'avait rappelé mes études qui commencent à être un peu lointaines en biologie. Quand j'ai commencé la biologie, où le prof essaie de nous expliquer ce que c'était qu'un équilibre dynamique versus un équilibre statique. Et c'est sûr que quand si on dépense plus d'énergie et qu'on consomme pas d'énergie, on est à l'équilibre, mais ça veut dire qu'on est mort. Absolument. Donc, et pourtant, on est en équilibre. Donc, l'équilibre, c'est pas tout, c'est l'équilibre dynamique qui est. Et alors, c'est Walter Cannon qui a ce terme-là, dans les années 1930, quelque chose comme ça, qui a été beaucoup travaillé sur l'équilibre dynamique. Et ça paraît contradictoire, mais c'est comme marcher sur un fil. Marcher sur un fil, on a besoin d'adapter. Marcher sur un fil avec les bras croisés, vous n'avez aucune fluctuation, vous ne tenez pas longtemps sur le fil. Si on peut s'aider avec les bras, on arrive à compenser, mais la meilleure façon, c'est d'avoir un balancier, et on a une grande capacité d'adaptation. Qui sait qui est le plus stable? C'est celui qui bouge le plus, en fait, qui a la plus grande amplitude de mouvement. C'est l'histoire du chêne et du roseau. Donc, un chêne a très peu d'oscillation. S'il y a vraiment un gros orage, il peut casser. Le roseau a une plus grande capacité d'oscillation, il est plus frêle, plus fragile, en fait, il est plus solide. Et cette notion de résilience, de retour au centre, une capacité d'oscillation maximale. Et c'est ça qu'on arrive avec la cohérence cardiaque à la fréquence d'oscillation qui donne l'oscillation maximum, de mesurer, de voir à l'écran. C'est pour ça que la pratique professionnelle de la cohérence cardiaque n'est pas réservée aux médecins, bien sûr, puisque le matériel n'est pas estampillé médical, n'importe qui peut s'en servir, c'est juste un capteur de pouls. J'en ai un, c'est un petit boîtier, je mets mon doigt ici et il capte le pouls. Il y en a plein, il y en a qui se mettent à l'oreille, il y en a qui... Voilà. J'ai eu le même pendant longtemps, maintenant j'en ai un. EMWave HeartMath, EMWave 2, qui est autonome, tout est là-dedans. Il n'a plus de batterie, donc on met le pouls là. Ensuite, un guide respiratoire, et ça s'allume vert si je suis sur en cohérence cardiaque. C'est simple, c'est à la portée de tout le monde, et ça s'appelle quand même, c'est le biofeedback. Le biofeedback, c'est une des disciplines de la médecine ou de la biologie. C'est une information biologique en retour, biologique, feedback, retour d'information. Et donc là, moi je l'appelle le cardio-feedback, puisqu'on observe quelque chose à l'écran et on cherche à le modifier avec une pratique et on observe le résultat. Donc
C'est pour ça qu'on arrive à voir tout ça à l'écran. Mais on peut parfaitement pratiquer. Je n'ai jamais demandé à un particulier d'acheter un quelconque matériel parce qu'on a juste besoin d'un guide respiratoire. Il y en a sur YouTube, il y en a sur Internet, il y en a partout, sur les téléphones. On inspire pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes. Le résultat, c'est baisse du cortisol et tout ce qui va avec, amélioration du sommeil, amélioration des troubles digestifs, etc. Et au niveau émotionnel, parce qu'il faut savoir que les émotions sont portées par le système nerveux autonome aussi. Et il y a de multiples grilles, en particulier la roue des émotions de Genève du professeur Scherer, qui montre que toutes les émotions, sans aucune exception, sont soit à polarité sympathique, soit à polarité parasympathique. Puisque les émotions sont des messages émotions, si on parle latin, mouvement vers l'extérieur, un mouvement, motion, mouvement. On est ému, on est mu. Et donc, l'émotion est un mouvement musculaire aussi, et en particulier des muscles du visage. Et donc, il est géré par le système nerveux autonome. La peur, la colère, le dégoût, la surprise, la joie, ce n'est pas forcément désagréable, sympathique. La joie sont des émotions à polarité sympathique. C'est Ekman et Darwin. Il n'a pas fait que l'évolution, il a beaucoup travaillé sur les émotions. Et la tristesse, la honte sont plutôt parasympathiques. Sympathique, on saute, on bouge, on saute de joie, on gesticule quand on est en colère. Tristesse et honte, c'est plutôt repli, récupération, économie d'énergie. Donc si on reprend l'idée de la boîte noire, les émotions sont en fait une des sorties de la boîte noire. Oui. C'est ce que tu es en train de dire. Voilà. Ouais. Tout à fait. L'émotion est un réflexe. D'ailleurs, Darwin a passé sa vie à essayer de ne pas sursauter. Il allait au muséum d'histoire naturelle, il se mettait devant les vivariums de cobras, il tapait dessus, le cobra faisait ça, il voulait s'entraîner à ne pas bouger, c'était impossible. Donc Darwin, il a fait pas mal de choses quand même en dehors de l'évolution. Et donc, oui, l'émotion est une des façons de s'adapter, automatique, involontaire, et c'est le véhiculé par le système autonome aussi. Ah oui, enfin, ce qui est intéressant dans cette vision, c'est que on a souvent tendance à imaginer l'émotion comme une fonction, comme faisant partie un peu des fonctions cognitives un peu supérieures qui nous différencient un peu des autres animaux, alors que finalement, d'après ce modèle, c'est à peu près la même chose que de la température à 37 voilà, et c'est... Tout à fait. Voilà. On estime que les émotions sont arrivées avec le cerveau limbique. Hein. Bon, encore, la théorie des 3 cerveaux de MacLean voilà, un peu abandonnée. Ouais. Mais en fait, on va commencer par le réflexe. Le reptilien, c'est les réflexes. C'est les besoins essentiels de l'organisme, de se nourrir, se chauffer, se vêtir, se protéger, rester à l'abri, boire, manger, etc. Après, on a des fonctions beaucoup plus sociales et puis beaucoup plus intellectuelles et spirituelles. Et c'est la pyramide de Maslow en particulier qui a théorisé là-dessus. Et en bas, c'est le système nerveux autonome reptilien, réflexe. Après, il y a le limbique avec les émotions, où est arrivé le tronc cérébral, l'amygdale cérébrale qui gère les émotions, qui ont affiné un petit peu l'adaptation. Et puis le cortex et le néocortex sont arrivés après avec l'anticipation dans le futur, avec la réflexion. En bas, il y a le réflexe, en haut, il y a la réflexion. Et l'émotion est véritablement presque au carrefour, entre les deux. Ouais. Et justement, et ça on l'a montré aussi, que lorsqu'on est en cohérence cardiaque, on égalise le système nerveux autonome, ses effets, et on ne stimule ni les émotions sympathiques ni les émotions parasympathiques. Et c'est pour ça qu'on s'en sert en tant que psychothérapie. C'est pour ça qu'on s'en sert, moi je forme des psychothérapeutes à l'utilisation de la cohérence cardiaque, mais là on utilise le logiciel, parce qu'on voit à quel moment on est au centre. On est sympathique et parasympathique. Parce qu'à ce moment-là, on est ce que j'appelle en apesanteur émotionnelle. C'est-à-dire, on se met dans une zone de non-émotion. Et ça, on s'en sert. Il y a des protocoles, tu as parlé du stress post-traumatique. On a des protocoles de cohérence cardiaque assistée par ordinateur où on va aller dans des évocations d'un traumatisme initial
qui est parfois même pas conscient, en évocation d'une image, d'un flashback, d'une sensation. On va avancer dans l'évocation et sur nos écrans qu'on a sous les yeux, dès qu'on voit que la personne, c'est un curseur qui passe en sympathique, on arrête, on respire ensemble jusqu'à ce que le curseur revienne au centre, égalité sympathique par sympathique, et on reprend l'évocation. En faisant ça, on est véritablement dans ce qu'on appelle en thérapie cognitive et comportementale, c'est ce qu'on appelle une désensibilisation par exposition. Et ça, on traite les phobies, on traite le stress post-traumatique en exposant la personne au traumatisme ou au stresseur, tout en le physiologiquement, le gardant en neutralité physiologique. D'accord, ouais. Et donc, il y a des techniques, thérapie cognitive et comportementale, en hypnose, en EMDR, qui utilisent d'autres modes d'induction. On fait exactement la même chose. Et la méditation en particulier, la méditation de pleine conscience, je vais appeler, nous met en état de cohérence cardiaque, nous met en état de neutralité émotionnelle, pas par la respiration, même si on s'en sert, mais nous met dans cet apesanteur émotionnel par le travail, par l'apprentissage. On va apprendre à être dans l'immobilité, c'est toujours l'immobilité, parce que le mouvement musculaire, c'est forcément sympathique. Donc, c'est pour ça que toutes les premières séances de méditation, c'est immobile. Et la meilleure façon de rester immobile, c'est d'être assis ailleurs et les jambes en bretzel. Donc, c'est ça qui donne la meilleure immobilité. C'est l'immobilité, pas de mouvement musculaire, qui est nécessaire pour le faire d'un point de vue non respiratoire. Et puis, on va s'entraîner à regarder passer les pensées sans y attacher une émotion. Et donc, c'est une induction de cohérence cardiaque secondaire, non respiratoire, qui prend beaucoup plus de temps, qui met parfois des mois et des années à obtenir. En cohérence cardiaque, on rentre directement dans cet état d'équilibre physiologique, mais aussi d'équilibre émotionnel. Et c'est pour ça, à un moment, il y avait une conférence avec Mathieu Ricard à Eastman, au Spa Eastman, où j'avais participé avec mon thème, c'était la cohérence cardiaque comme première étape vers la méditation. Parce que c'est vrai, pour moi, c'est un état proche de la méditation, mais physiologique, pas par l'apprentissage, par la respiration. Et tout le monde y arrive. Les personnes qui me regardent, je vous garantis que vous pouvez être dans cet état sans l'avoir jamais fait en moins de 5 minutes. Donc, c'est un réflexe, c'est automatique. C'est un réflexe. Donc, pourquoi ne pas commencer par ça? Je ne suis pas contre la méditation. J'ai écrit un livre sur la méditation. Je pratique la méditation. Oui, non, c'est pas incompatible du tout. Au contraire, c'est plus riche. On va commencer à apprendre à gérer mon intériorité, apprendre à gérer le ici et le maintenant, la présence, le passé, le futur. Mais la cohérence cardiaque nous met par la respiration dans cet état d'équilibre. Et on part à partir de là. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et ça me rappelle, alors ça, parce que je ne suis pas sûr que lui-même se soit intéressé à la cohérence cardiaque, mais ce psychiatre dont j'arrive jamais à prononcer le nom, donc Mihaly Csikszentmihalyi, donc qui a décrit l'état de flow. Oui, le flow. Le flow, et j'ai l'impression que c'est dont on parle exactement. Oui, alors, j'ai lu ses livres. Lui, je ne l'ai pas rencontré. J'ai rencontré beaucoup de monde qui connaissent la cohérence cardiaque, y compris Dalai Lama. Et je n'ai ça m'étonnerait qu'il n'en ait jamais entendu parler, parce que toutes ces personnes-là ont toujours été, très souvent été approchées ou se sont approchées de HeartMath, qui sont quand même aux États-Unis, en Amérique du Nord en général, le numéro 1, c'est mérité, de l'enseignement de la cohérence cardiaque. Donc, je ne sais pas. Mais The Flow, puis il y en a d'autres aussi, The Zone aussi, de Spears, je crois que Spears. Il y a plusieurs auteurs qui ont parlé de Zone, de Flow. Oui, c'est dans cet état particulier de flottement, d'apesanteur, on se trouve. Moi, j'aime bien comparer ça avec, à la ronde, vous avez ces manèges, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment, ça va redescendre. Et il y a un moment en haut où on ne sait pas si on est en apesanteur ou non, on redescend. C'est le passage entre deux en sympathique, fourniture d'énergie pour monter, parasympathie, récupération d'énergie à la descente. Et c'est ce flow, c'est cet endroit-là qui est extrêmement intéressant, que les hypnothérapeutes utilisent, parce que ça a une fonction, bien sûr, on n'a pas parlé des effets, mais
les effets, il y en a des pages et des pages. Ça augmente le nombre des ondes alpha cérébrales qui sont des ondes de jour, d'éveil, ce ne sont pas des ondes de nuit lentes, ce sont des ondes intermédiaires qui sont favorables à la prise de décision, favorables à la réflexion calme. Et donc, et les hypnothérapeutes descendent légèrement en dessous des ondes alpha pour aller observer un petit peu dans le subconscient. Et donc, les hypnothérapeutes s'en servent pour raccourcir la durée de l'induction de la transe hypnotique. On gagne 10 à 15 minutes par séance d'hypnose. On démarre avec la cohérence cardiaque. Les gens en 30 secondes sont en cohérence cardiaque. Et ça permet de gagner énormément de temps sur la descente des ondes très rapides, descendre doucement vers les ondes lentes, et juste en zone infraliminale, avant le sommeil, ces ondes un peu particulières où on va emmener l'état d'hypnose. Oui, d'accord, non, c'est Mon intéressant. objectif là, avec cette conversation, c'est de frustrer les gens, de leur donner envie d'en savoir plus, de dire juste ce qu'il faut pour les intéresser et sans dévoiler la fin de l'histoire, quoi. Donc c'est un peu ça. Ouais. Non, mais bien sûr. Enfin, oui, non. Enfin, je pense que tu fais du bon travail dans cette direction. Mais en fait, je pense on pourrait peut-être conclure. Ça fait une bonne heure qu'on discute. J'ai aucune idée de l'heure. J'étais en train de regarder, j'ai pas d'heure. Ouais, non. En fait, moi, j'ai ma journée de travail là que je vais enchaîner derrière avec le décalage horaire. Oui, Ouais. c'est vrai. Moi, Mais, et puis en plus, c'est férié, c'est lundi de Pâques. C'est vrai, mais je vais au labo quand même aujourd'hui. Oui. Donc, mais bon, je suis pas contre je suis pas contre du tout continuer cette conversation dans le futur. Alors, ça me plairait beaucoup, d'autant plus que dans des domaines pratiques, d'application pratique. Ça n'a pas besoin de durer une heure, mais cohérence cardiaque chez l'enfant, par exemple. Ça concerne tout le monde, quoi. On a tous été enfants, on a tous des enfants et parfois des petits-enfants. Donc, cohérence cardiaque chez l'enfant, c'est un sujet presque totalement différent. Parce que la physiologie de l'enfant n'est pas la même que la physiologie de l'adulte. Il n'y a pas tous les stéroïdes qui arrivent à la puberté. Donc, le système nerveux autonome est très différent. Cohérence cardiaque chez l'enfant, c'est un sujet à part entière. Cohérence cardiaque et sommeil, cohérence cardiaque et gestion du poids, cohérence cardiaque et prévention du burn-out. Il y a plein de petits sujets qui peuvent être faits, qui peuvent intéresser beaucoup. Et puis, je ne sais pas comment ça fonctionne, s'il y a des retours de questions autres, mais enfin, je connais les questions les plus importantes, prendre un moment pour répondre aux 10 à 15 questions les plus fréquentes, parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Elles sont très simples, c'est toujours les mêmes questions. Donc moi, je suis tout à fait d'accord de se revoir, possiblement à Montréal, parce que ça fait 3-4 fois que le billet Air Transat a annulé tous ses vols. Donc, on rentre prochainement par une autre compagnie. Si on peut, parce que depuis aujourd'hui, on n'a même plus le droit d'aller aux aéroports. Je viens d'apprendre ça avant d'être en ligne avec toi. En France, on ne peut même plus se rendre en aéroport pour prendre un avion en transit. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer à Montréal. Voilà. Mais bon, écoute, en attendant pour conclure, de faire une partie 2. 3 fois par jour, 6 associations par minute pendant 5 minutes. Voilà. Et donc, tu as ton site internet. Cohérenceinfo.com. Cohérenceinfo.com. À nouveau, je vais recommander ton petit livre qu'on voit derrière, donc Cohérence cardiaque 365, 365. Voilà, super point d'entrée. Et voilà, et sur ce, je vais te remercier beaucoup. Moi, je te remercie aussi, c'est très agréable. Ce qui est sympa de faire ce genre d'entretien avec toi, c'est que il y a juste à mettre une pièce et hop, ça y est. Pour moi, c'est super. Je n'ai pas encore vu la pièce. Allez, merci beaucoup et à très bientôt. Allez, bonne journée. Oui, il faut que je calcule le décalage horaire. Ouais, merci, toi aussi. À bientôt, Sébastien. Au revoir. Merci beaucoup. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, moi j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire cet entretien. David est quelqu'un de
vraiment passionné, enthousiaste, euh, très, très bon pédagogue, je trouve. Euh, on a juste à lui poser une question et il va dérouler, 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 et on a juste à apprécier. Euh, voilà, j'espère qu'il y aura une suite à tout ça. Et en attendant, à la revoyure.